on va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'agtech, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme Digitale, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Dans ce 11e épisode, j'ai pu aborder une question que l'on n'avait jamais posée dans ce podcast et qui est pourtant fondamentale si on veut faire bouger les lignes de l'agriculture. Comment distribue-t-on les produits agricoles ? J'ai pris le parti de vous parler d'une expérience entrepreneuriale assez singulière et qui ne peut pas forcément se reproduire partout en France et pour tout le monde. Mon invité montre simplement que l'on peut réinventer nos modèles de distribution qui, depuis les AMAP, ces associations où l'on récupère un panier une fois par semaine en fonction des récoltes de l'agriculture, ne semblent pas avoir connu de très grandes révolutions. C'est pourquoi j'ai eu la chance de poser mes questions à Elie Sebag, cofondateur avec son frère et sa sœur de Miam, un supermarché enchanté comme ils aiment à l'appeler. Miam est né en plein cœur de Paris, au métro Arts et Métiers, et ils ont aujourd'hui ouvert un autre point de vente dans le 18e. Enchanté, car les produits y sont gustativement magiques et qu'on le verra, il y a une dimension très artistique et poétique dans cette épicerie qui met un point d'honneur à mettre en lumière les produits des agriculteurs. Distributeur mais aussi transformateur, je ne connais pas aujourd'hui de boutique alimentaire qui va aussi loin dans sa réflexion sur ce que peut être la distribution alimentaire de demain. C'est peut-être un peu cher, mais à un prix que je considère juste pour tout le monde. On est ici en plein cœur de Paris, il ne faut pas l'oublier. Mais je suis à titre personnel une cliente assidue, car c'est bon, c'est pratique et je sais où va mon argent. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou sur votre tracteur. Bonjour Elie, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Le sujet du podcast, comme je te l'ai dit, c'est vraiment les liens entre l'innovation et l'agriculture, montrer en fait qu'il se passe plein de choses nouvelles dans ce secteur. Toi, tu as monté avec ton frère et ta sœur, donc vous êtes 3, un supermarché que vous dites Enchanté, qui est surtout rempli de plein de bonnes choses à Miam. Ma première question pour qu'on comprenne vraiment directement ce que vous faites et surtout comment vous travaillez, c'est aujourd'hui dans ce supermarché-là, vous distribuez les produits de quels agriculteurs et comment est-ce que vous travaillez avec eux ? Donc peut-être déjà nous dresser un panorama de avec qui vous bossez, pourquoi vous bossez avec eux. Ok, merci pour l'invitation déjà. Alors aujourd'hui chez Miam, on travaille avec à peu près 120 producteurs qui sont un peu partout en France et qui ont répondu à un cahier des charges qu'on s'est nous un petit peu fixé en amont. Ce cahier des charges, on l'a défini en allant à leur rencontre. Donc pendant plus d'1 an, on a visité près de 200 exploitations dans lesquelles on a passé du temps, parfois plusieurs jours chez eux en dormant là où ils habitaient et là où ils cultivaient pour vraiment s'immiscer et comprendre vraiment le travail qu'ils pouvaient accomplir. Et du coup, on a essayé de travailler avec d'abord des gens avec qui on était en lien et on avait réussi à accrocher sur les valeurs du projet que nous, on voulait développer et le leur. Donc, c'est souvent des petites exploitations artisanales dans lesquelles ces personnes travaillent en famille très souvent. Donc, ça brisait quand même un peu la glace qu'on arrive, nous aussi, en famille. Et qui reprenait un peu les éléments de base de l'agriculture.
C'est-à-dire que la plupart des tâches sont faites manuellement, que ce soit la coupe, la taille, se faisait souvent la main. Le fait de ne pas traiter avec des intrants chimiques, d'avoir des traitements naturels qui étaient un peu des préparations maison, des choses avec du talc, du purin d'ortie, ce qu'on arrive à entendre parfois, et qui permet de garder effectivement une biodiversité et de la vie dans les exploitations. Donc voilà, on a essayé de rassembler quelques facteurs qui nous paraissaient être du bon sens. Nous, on ne vient pas de ce milieu-là. On pourra y revenir, mais on vient de monde de la restauration, de la food et de la distribution. Mais on a essayé de reprendre un peu des éléments factuels qui nous semblaient du bon sens pour sourcer ces producteurs. À 80%, ils sont labellisés bio chez Miam. Et du coup, on appelle ça, nous, du bio un peu artisanal. Donc c'est un bio à petite échelle sur des petites exploitations avec où les agriculteurs effectivement prennent soin aussi du personnel qui travaille et de leurs équipiers sur les exploitations, ce qui nous paraissait aussi important que de ne pas mettre de pesticides sur les terres ou les produits. Hyper intéressant, effectivement. Du coup, il n'y avait pas un cahier des charges hyper technique, etc. Mais peut-être vous vous êtes juste dit aussi en arrivant dans les champs, ok, ça en fait, on aurait trop envie de manger ces produits-là, nous. Et du coup, on va les proposer à nos clients, quoi. C'est ça. Le fait que les produits soient donc, sans traitement chimique, c'était vraiment un point central. Donc souvent, on a pu demander les analyses de résidus des sols de certains de nos producteurs pour s'assurer de ces choses-là. Évidemment, les certificats bio pour ceux qui l'avaient. Et voilà, et effectivement écouter effectivement, échanger avec eux, comprendre un peu leur façon de travailler, et souvent leur philosophie nous amenait à savoir si on était sur la même longueur d'onde ou pas. Et la plupart ne sont pas effectivement des agriculteurs de père en fils. Souvent, ça a été des agriculteurs qui ont été amenés à être en reconversion entre il y a 5 et 10 ans. Et donc, du coup, ça a été un switch dans leur vie, un moment qui leur a donné envie de se rapprocher du sol, de la terre, et de revenir à des choses concrètes. Et ça en dit déjà long sur la façon dont ces personnes-là ont envie d'aborder le sujet. Et donc, on est quand même un peu plus en confiance, on va dire, ou un peu plus aligné sur la façon dont ils perçoivent le futur et dont ils ont envie de changer les choses. Trop bien. Et du coup, après, vous avez trouvé effectivement là, tous vos partenaires, tous vos agriculteurs. Comment aujourd'hui vous travaillez avec eux ? C'est quoi le deal ? Est-ce que, c'est des choses toutes bêtes, mais tu vois, c'est quoi un peu les contrats type ? Est-ce que c'est eux qui vous amènent les produits ? Est-ce que vous avez des plateformes logistiques ? J'y connais rien à ce milieu de la distribution, à cette échelle-là en tout cas. Donc, explique-nous comment ça se passe ensuite au quotidien, quoi. Alors, ça se passe de manière différente pour chacun des producteurs. Donc, chacun des producteurs a un peu son mode de fonctionnement. La plupart sont sur des petites exploitations, donc ils ont la possibilité de venir nous livrer eux-mêmes. Du coup, ça permet aux équipes de les rencontrer en magasin le matin, et nous, quand on les voit en magasin sur place, donc ça, c'est hyper agréable. Il y a des échanges sur le produit en direct. Et puis, du coup, les équipes peuvent répondre à toutes les questions. Enfin, elles connaissent les producteurs, donc j'imagine pour vendre, du coup, après les produits, c'est bien top, différent, quoi. Exactement. Donc, les producteurs livrent le matin, les producteurs viennent aussi 1 à 2 fois par mois former les équipes en magasin. Donc, ils viennent échanger avec eux, faire des dégustations de vin, de fromage, de beurre, expliquer vraiment leur métier. Donc ça, c'est hyper valorisant. C'est les moments trop bien, j'imagine, de votre boulot. Ouais. Effectivement. Et après, on essaye de les emmener aussi dans les exploitations de nos agriculteurs, une fois tous les trimestres, semestres, quand c'est possible de prendre tout le monde. Et donc pour la logistique, donc c'est souvent eux qui viennent à nous pour l'instant, et après on a envie de maintenir ce schéma pour que on puisse en fait rester garder ce contact-là avec eux, et donc être en direct des producteurs sans passer forcément par une plateforme logistique. Et ça va nous obliger à
continuellement avoir de nouveaux producteurs à chaque fois qu'on ouvre un nouveau magasin, parce que les Ouais. productions sont de petites exploitations souvent, comme on l'a dit, et donc peuvent approvisionner un magasin ou deux. Et donc ça permet d'avoir aussi des offres qui varient d'un magasin à l'autre et de garder ce contact direct. Voilà. Et nous, après, tu parlais un peu effectivement d'agriculture et de technologie. Nous, on a essayé de mettre en place un outil de commande auprès de ces producteurs qui prennent en compte effectivement leur jour de livraison, leur minimum de franco de porc, le conditionnement des produits dans lesquels ils nous livrent, la DLC des produits. Et donc tout ça, ça nous aide à un peu faire en sorte d'avoir le magasin le plus rempli possible et d'avoir le moins de pertes dans ce magasin-là. Donc voilà. Ok, Et donc aujourd'hui, vous avez technologiquement développé votre propre C'est outil, ça. quoi. exactement. Et aujourd'hui, on essaye d'automatiser certaines tâches d'un milieu très artisanal et dont les outils pour ça sont encore pas forcément développés. Et puis, l'idée du coup aussi, ça va peut-être être d'ouvrir plusieurs magasins. Là, vous venez d'ouvrir un deuxième. Jamais 203. Exactement, et on essaye de... Qu'il faut être capable de changer d'échelle en gardant le côté aussi circuit court, vente directe, etc., direct producteur, quoi. Complètement. C'est à ça que cet outil va nous aider. Et voilà, nous, on se dit le plus de producteurs qui travaillent avec ces valeurs-là et ce côté sain, ce goût et ces produits de saison en France, et au plus, on sera à même d'ouvrir de nouveaux Miam, et on attend en fait ces rencontres-là pour aussi ouvrir de nouveaux magasins. Et puis eux, ça doit les rassurer aussi. Il y en a beaucoup, et on en reparlera, mais qui effectivement se lancent dans la vente directe eux-mêmes, etc. Sauf que c'est aussi c'est contraignant pour eux, ça leur prend énormément de temps. Moi, j'en ai croisé plein qui me disent « Ok, c'est cool la vente directe, etc. » Mais en fait, on peut pas tout faire, on peut pas avoir tous les métiers, toutes les casquettes. En fait, il y en a qui, par exemple, l'ont fait, ils se rendent compte qu'en fait la vente, le lien avec le client et tout, ce qu'ils adorent, c'est être dans leur champ avec leurs patates, et c'est tout, quoi. Et donc on peut pas tout faire, et ça doit être hyper confortable pour eux de bosser avec Miam, où ils savent que jusqu'au bout ça va respecter leurs valeurs, mais ils sont pas vendeurs, quoi. Ouais. Non, complètement, et je pense que ça les rassure aussi effectivement de savoir qu'on respecte un peu leur travail, entre guillemets, et la façon dont on a essayé de mettre ça en avant, c'est d'être peu regardant vis-à-vis de l'aspect du produit. Donc on prend ce que les producteurs nous donnent, on n'est pas là à refuser des colis parce qu'un produit est abîmé ou les clients sont au courant chez Miam. J'ai déjà pris des carottes un peu cassées ou quoi, mais voilà, en fait, ça éduque les gens aussi, quoi, à se dire tiens, s'il n'y a que ça, je prends, quoi, c'est bon. Et j'ai l'impression que les gens commencent à prendre le pas et à suivre un peu ce discours-là. Et on essaye aussi de maintenir des prix qui soient les mêmes que ceux qu'ils auraient pratiqués ou qui pratiquent eux quand ils vendent à la ferme ou sur les marchés. Donc ça, ils en sont souvent ravis de se dire le distributeur n'est pas en train de se faire une marge. Voilà. Donc on est aligné avec eux là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, et on sent que ça permet de retrouver un équilibre, et on ne négocie pas les prix qu'ils nous présentent eux quand ils ont des productions en début de saison, milieu de saison, fin de saison. Et c'est à nous un peu de faire notre choix de prix pour qu'il soit le même tout au long de l'année, en prenant en compte qu'il y a des aléas climatiques de la vie pour eux. Et voilà, donc on est vraiment sur des relations de long terme, de partenariat. Tous les producteurs avec qui on travaille depuis le début sont encore chez Miam et grandissent avec nous. Maintenant qu'on a un peu de visibilité, on peut leur donner un peu nos prévisionnels de vente, et du coup ça leur permet de planter en amont d'une saison à l'autre, et d'enrichir aussi leur champ avec de nouveaux produits. Et donc vraiment il y a un vrai lien fort entre eux et nous, et on y va 3-4 journées par mois, on est avec eux, quoi, encore. Okay. Ouais, c'est important de garder ce rythme-là aussi. En tout cas, du coup, si on se place du point de vue de l'agriculteur, c'est un changement complet de paradigme par rapport à la distribution classique qui fixe ses prix, qui fixe ses conditions, qui n'échange pas, etc., quoi.
L'autre, je trouve, innovation qu'il y a dans Miam et qui part d'un gros problème de la distribution alimentaire, c'est les pertes. Ouais. On travaille sur du frais avec des dates de consommation assez courtes. Donc du coup, souvent, on en perd une bonne partie. Vous avez complètement contourné le problème, vous en avez fait une énorme force. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, c'est vrai que chez Miam, par rapport aux autres épiceries ou grandes surfaces, on a énormément de produits frais. On a peut-être 80% du magasin qui sont des fruits, légumes, crèmeries, fromage, donc tout est extra frais, on va dire. Et donc, on a pensé directement en ouvrant ce premier magasin, à ouvrir une cuisine en parallèle. Du coup, ma sœur était restauratrice pendant 7 ans et mon frère était cuisinier pendant 4 ans dans des restaurants gastronomiques. Et donc, eux, ils ont cette culture de faire des produits cuisinés. Et donc, on a mis en place des recettes à partir de produits bruts de nos producteurs et qu'on transforme donc de manière régulière toute l'année pour que les gens aient ces produits-là et qui nous permet aussi de retravailler les produits un peu plus abîmés du magasin ou les fromages ou crèmeries en DLC qui arrivent bientôt à expiration. Et donc ça, c'est un vrai challenge pour eux parce qu'ils doivent en réinventer régulièrement. Il y a des produits différents qui arrivent au labo, donc parfois il y a des choux, on fait du coleslaw, parfois il y a du concombre, on fait du tzatziki, et régulièrement ça change. Et c'était aussi ça répond aussi à une de nos envies qui était d'apporter de la nouveauté régulièrement. Et ça, on essaye de se mettre un challenge que toutes les semaines, 2 semaines chez Miam, quand tu reviens, tu puisses retrouver un nouveau produit. Et ça participe de justement ce retravail des produits un petit peu parfois abîmés. Et donc ça permet de revaloriser, donc de ne pas jeter et de mettre en avant des produits qu'on aurait peut-être parfois un peu oubliés. Donc parfois on a des topinambours ou des éliantis aussi qui sont un peu plus molles par exemple, on les fait rôtir au four et on les présente en légumes rôtis cuits et les gens adorent ça et c'est vraiment bon et c'est long à cuire donc tout le monde est content à la fin de pas avoir faire ça. Exactement. Non, puis ça montre aussi que, là, justement, ça explique aussi la saisonnalité de ces produits-là. Je trouve, on a toujours l'habitude, on va dans son supermarché et je trouve que Miam, c'est vraiment conçu pour être un supermarché dans lequel tu peux tout retrouver, aller faire vraiment quasiment toutes tes courses. Il n'y a que la viande un peu qui manquerait, c'est tout. Mais donc, du coup, tu peux y aller tous les jours sans problème. Mais par contre, effectivement, tu vas pas retrouver les mêmes choses tous les jours. Et en fait, c'est aussi ça qui a un peu perverti le marché à un moment et qui a entraîné les agriculteurs un peu dans une course à il faut toujours que les produits soient toujours pareils toute l'année. Ouais. Là, non, t'as pas toujours les mêmes choses quand tu vas chez Miam. Mais en fait, c'est chouette aussi parce que tu découvres d'autres choses. Ouais, c'était... Ouais, vraiment, c'était un gros challenge. Et effectivement, là, aujourd'hui, on peut quasiment faire toutes ces courses chez Miam, hormis viande et poisson. Mais on est souvent à côté de bouchers, poissonniers qui font ce métier très bien et qui est encore un autre métier. Et donc, voilà. Et petit à petit, on essaye d'étoffer. Là, récemment, on a reçu de la pâte crue à cookies d'un nouveau producteur. On reçoit... Là, on a fait des vinaigrettes au tahini. Enfin, il y a plein de produits qu'on essaye de mettre tout le temps et de tester. Voilà. Mais c'est un plaisir aussi. J'imagine que pour ton frère et ta sœur, c'est aussi un kiff de retrouver, d'aller devoir justement innover avec tous ces produits qui leur arrivent. Et qu'est-ce qu'on va faire ? C'est aussi leur boulot et c'est chouette de ne pas refaire tous les jours la même chose. Ouais, je te confirme. C'est un challenge, mais c'est très chouette. Ils aiment bien, ouais. Quand j'ai réfléchi un peu à l'épisode, ce que je trouve hyper intéressant aussi un peu dans le modèle, c'est que vous avez déployé toutes ces activités-là. Ça vous permet aussi de diversifier l'activité et on en parle beaucoup en agriculture de la diversification qui permet aux agriculteurs d'être en fait vachement plus résilients. Si tu as une activité qui va un peu plus mal, tu as l'autre qui se tient aussi, etc. Donc, en fait, vous reprenez, je trouve, vraiment le modèle de l'agriculteur en tant que distributeur. Eux, en ce moment, avec toute la vente directe, les circuits courts qui se développent à fond, ils font un pas vers l'aval, ce qu'on appelle l'aval de la filière, donc nous, la consommation, la distribution, en transformant, en allant livrer jusqu'à un point de distribution, etc. Vous avez pris l'autre bout de la chaîne, la distrib, le supermarché,
Et vous l'avez remonté avec la transformation et en allant justement vendre ses produits en direct, etc. J'avais jamais trop vu cette espèce de modèle croisé, tu vois, au sein d'un même magasin. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour lancer Miam ? Est-ce que tu vois, il y a eu des modèles que vous avez vus, vous avez dit « Ah ouais, en fait, ça c'est trop bien, on va reprendre cette idée ». En fait, qu'est-ce qui nous a inspiré ? On a essayé donc, comme on vient pas de ce modèle de distribution dans l'alimentaire et du monde du supermarché, on a essayé de se mettre à la place du consommateur et de nous en tant que clients, en se disant qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir si on lançait un supermarché, nous, demain, et si on se rendait dans un supermarché en 2020. Et du coup, on a essayé de prendre de zéro et de réfléchir un peu de manière pragmatique à ce qui pourrait nous rendre un peu plus heureux au moment des courses. Et notamment la dimension rendre disponible des produits sains de la ferme dans Paris avec des prix accessibles, c'était vraiment l'objectif de départ. On s'est dit, si on n'arrive pas à répondre à ces deux critères, on ne lancera pas Miam. Parce qu'aujourd'hui, on avait des enseignes qu'on pouvait fréquenter, mais qui étaient sur des positionnements prix beaucoup moins accessibles à tous les revenus. Et aujourd'hui, chez Miam, il y a des étudiants, des personnes âgées le matin qui viennent faire leurs courses, des familles, des jeunes cadres. On a une population très variée et c'est vraiment le challenge qu'on avait. Et donc ça, on voulait y répondre donc à la fois en allant directement chez les producteurs, mais vraiment chez les producteurs parce que avoir 120 producteurs, il faut vraiment... faut aller voir du coup plus que 120 personnes, mais des plusieurs centaines pour trouver le bon produit, le bon goût, la bonne région et un prix qui nous semblait correct pour les vendre aux clients. Et du coup, sur la partie produit fini, si on voulait aussi garder ce côté accessible, on n'avait pas d'autre solution entre guillemets que de le transformer nous-mêmes. Et donc c'est en ça qu'on a essayé de s'appuyer sur nos forces et sur les forces notamment de ma sœur et de mon frère qui sont cuisiniers, et donc de pouvoir transformer ces produits, les valoriser et en les proposant avec des prix qui restaient du coup sans intermédiaire. Donc toutes ces décisions un peu qu'on a prises étaient dirigées vers des produits sains et un prix accessible. Ok. Et mais est-ce que ça existe déjà ou peut-être dans d'autres pays ? Parce que moi, j'avais jamais vu un supermarché comme ça perso. Tu vois des espèces de modèles comme ça, vous en avez vu ou Non. Non. Franchement, on s'est pas mal baladé un peu partout en France. On a été en Belgique, on a été dans les pays un peu scandinaves, à l'occasion de voyages même aux États-Unis. Mais d'intégrer un laboratoire dès le départ et de cuisiner, on l'a pas encore découvert. Trop classe. Et la dernière chose qui me marque chez Miam, c'est que la première fois que je suis rentrée, j'avais du coup déjà ce podcast là sur l'innovation, l'agriculture, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, innover au service des agriculteurs, c'est peut-être aussi juste apporter un petit peu de poésie dans tout ça, pour mettre en lumière tout ce qu'ils font eux. Il y a le magasin, j'invite tout le monde à aller voir, juste aller voir. C'est tout un univers, il y a la déco, j'ai découvert... cet artiste-là qui fait les petits objets en papier, c'est magnifique. Les étiquettes sont incroyables, tout est léché, tout est super beau. Les équipes aussi, elles sont habillées, etc. Il y a vraiment un sens artistique de l'alimentation chez Miam. Je trouve que vous avez poussé le truc à fond. Ça sort d'où du coup parce que vous étiez des artistes vous-même avant. Tu vois, comment ça sort tout ça? Ça sort donc plutôt de ma sœur. C'est elle la chef d'artiste. Exactement, c'est elle qui est derrière tout ça. Et du coup, on travaille depuis le départ avec une illustratrice qui s'appelle Mathilde et avec qui on a essayé de penser l'univers Miam à travers un design et une DA.
Et du coup, elle a pensé notre logo, nos étiquettes, comment sont écrits les éléments en magasin. Et tout ça, on a essayé En fait, on avait toujours en tête une dimension un peu enfantine et pédagogique qu'on a pensé à travers le nom Miam, qui est facile à prononcer par tout le monde et notamment par les enfants. Dans le but, effectivement, d'aider... les nouvelles générations et les plus jeunes générations à se tourner vers aussi ces sujets. Et donc tout ça devait donner envie aussi aux enfants et que ce supermarché-là soit aussi accessible aux enfants. Ma sœur était enceinte quand on a réfléchi au premier Miam et pendant qu'on faisait cette tournée producteur, donc je pense que ça a dû aussi jouer et la travailler. Et du coup, c'est un bon lien parce qu'aujourd'hui, depuis le démarrage, on essaye de travailler avec cette association qui s'appelle l'École Comestible et qui, elle, a pour but de sensibiliser les enfants au goût et aux produits bruts. Et donc, il y a des ateliers qui sont faits par d'autres comme le Zingam, comme des chefs cuisiniers et d'autres épiceries et partenaires qui viennent dans les écoles et qui prennent du temps pour justement démocratiser ces produits un peu naturels et dire qu'on peut manger aussi sans forcément acheter des produits tout faits. Et ça, c'est vraiment la finalité de Miam. On se dit qu'on aura réussi réellement quand tous les plus jeunes et tous les enfants de maternelle, de primaire, du collège auront été sensibilisés à ça et se diront que c'est possible de manger sainement et de pouvoir cuisiner chez soi des bons produits. Ouais, c'est clair. Il y a un truc que je trouve génial. Je crois que vous avez sorti une vidéo sur Insta il n'y a pas longtemps où du coup, vous avez mis à disposition des espèces de mini-caddies pour les enfants et du coup ils peuvent se servir tout seuls. Ouais. Et je trouve que juste fallait y penser, c'est tout simple, mais juste l'enfant quand il a, je sais pas, c'est comme quand on était petit et qu'on allait à la pêche, on n'aimait pas le poisson forcément, mais une fois qu'on l'avait pêché, on était obligé de le manger, puis ça nous excitait un peu plus forcément de le manger une fois qu'on l'avait pêché. Là c'est pareil quoi, c'est eux qui mettent dans leur caddie le truc quoi. Ouais. C'est une idée qui est géniale. Et d'ailleurs, c'est un moment toujours compliqué quand ils rendent le caddie à la fin. Il y a des pleurs, c'est assez c'est complexe à gérer. Bientôt, on leur sortir un petit porte-monnaie pour qu'ils puissent payer eux-mêmes. Trop bien. Est-ce que tu as une info, tu vois, quelque chose que tu as en plus que tu as envie de partager, que tu as l'impression qu'on n'a pas abordé là ? Ouais, écoute, on essaye notre prochain projet qui est complémentaire à Miam, c'est de pouvoir passer encore un peu plus de temps avec les producteurs pour à la fois les mettre en contact parce que certains ont potentiellement des astuces, des conseils à se donner parce qu'on s'est rendu compte que souvent ils étaient parfois un peu seuls dans leur prise de décision et dans leur choix et donc pouvoir leur faire gagner du temps en échangeant entre eux. Donc ça, on essaye de le mettre en place et nous aussi, on va essayer d'apporter de notre temps pour les aider à parfois passer une étape de petite exploitation à gagner du temps et pouvoir développer d'autres produits et justement pouvoir prendre un peu plus de plaisir aussi dans leur travail en se dégageant du temps de qualité pour se reposer. Embaucher des gens, ça c'est vraiment le sujet de l'agriculture. Ouais. Voilà, et donc en leur donnant de la visibilité, nous, sur ce dont on a besoin, en les aidant un peu à avoir effectivement du temps pour de la réflexion et en leur apportant un peu nous peut-être nos connaissances qui peuvent être complémentaires avec eux et faire qu'ils vont être encore plus épanouis et plus forts dans ce qu'ils font. Sans prétention aucune, mais on s'est dit que l'échange entre eux et avec nous potentiellement pouvait aider tout le monde à avancer. Ouais, c'est clair. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres vocations qui se fassent aussi ? Là, on voit toute l'installation qui est assez importante dans l'agriculture de justement ces néo-ruraux. Mais bon, ça reste quand même un métier qui est très complexe, très difficile d'accès. Et si effectivement, je trouve, il y a ces échanges-là entre eux, justement, eux, toutes leurs techniques, tout ce qu'ils ont développé, comme aussi en termes de process, etc., c'est hyper intelligent ce qu'ils font. Et aussi nous urbains et tout ce qu'on peut penser, développer, etc. Du coup ça peut permettre effectivement de rendre le métier un peu plus accessible à tous quoi. Tout à fait. Et merci beaucoup Élie.
coup, maintenant, on va passer aux 3 questions classiques maintenant de Futur Agri, les questions de la fin. La première, de quelle entreprise aurais-tu aimé être le fondateur ? C'est une très bonne question. Je pense que j'aurais été fier d'avoir créé Make Sense. Ok. Du coup, qui est un peu compliqué à définir, mais qui est une entreprise où déjà le management est très libéré. C'est une entreprise libérée et ils proposent donc des programmes de formation pour tout type de profils qui ont envie de lancer des projets, de se retrouver dans des communautés et de s'épanouir. Ouais, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très très chouette, effectivement. La deuxième question, qu'est-ce qui te rend le plus heureux au quotidien ? Ce qui me rend le plus heureux, c'est de pouvoir approfondir nos relations avec les producteurs avec qui on travaille aujourd'hui et d'en voir rejoindre l'aventure régulièrement, chaque semaine, chaque mois. D'ailleurs, ça se fait un peu, j'imagine, par bouche à oreille aussi ? Ouais, complètement. Les producteurs avec qui on travaille nous recommandent des voisins, des contacts qui peuvent avoir localement. Et nous, on fait souvent les marchés à Paris et en région et un peu partout en France pour en rencontrer de nouveaux. Trop bien. Et la dernière question, quelle personne aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Futur Agri ? Une personne avec qui on échange maintenant depuis quelques semaines et quelques mois pour Miam aussi, avec qui on va certainement travailler ensemble, c'est Quentin Sagné, du coup, qui a lancé Greenback, qui se veut être la nouvelle agence de notation des sols. Et qu'on a du coup invité dans un autre épisode, du coup, qu'on peut écouter sur Futur Agri. Donc la boucle est bouclée. Du coup, tous les sols utilisés pour Miam seront notés de fond en comble et on pourra savoir du coup ce qui se passe dans ces sols-là. C'est ça l'idée ? Exactement. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessibles ces données extraites des sols, à savoir la biodiversité, le taux de pollution, quel carbone est stocké et de pouvoir le rendre effectivement compréhensible par des consommateurs qui pourraient venir faire leurs courses chez Miam. Trop bien. Merci encore, Ellie. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de ce 11e épisode de Futur Agri. Merci à Ellie pour son regard novateur sur l'agriculture et aussi à toute la famille Sebag pour nous offrir de si chouettes supermarchés. Si certains pour agir décident de plus en plus de se reconvertir et de devenir agriculteurs, cette fratrie a décidé de créer un espace hybride entre vente directe, artisanat, cuisine et démarche artistique pour rapprocher villes et campagnes, urbains et ruraux, jeunes et moins jeunes, connaisseurs et amateurs de bonne bouffe. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, à passer dans l'une de leurs 2 boutiques parisiennes ou si vous ne pouvez pas, à aller sur leur site internet miam.fr, MIYAM, où ils ont beaucoup écrit sur leur démarche, publié des vidéos pour mieux comprendre l'esprit de ce supermarché enchanté. Un grand merci à toutes et tous pour votre écoute, à la Ferme Digitale qui produit ce podcast, ainsi qu'à Paul Lemonnier, mon frère, qui s'occupe de la partie technique du podcast et de la musique. Futur Agri comme Miam, c'est une affaire de famille. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux, à le noter aussi sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la Ferme Digitale sur ses différents réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.